Bienvenue pour ce troisième voyage des lecteurs au Rajasthan, un état du sous-continent indien, grand comme la moitié de la France, mais une population équivalente, qu'on appelle aussi le pays des rois. Nous irons à Jodhpur, Jaipur, Pushkar, dans les palais des Maharajas. Et je vous propose de commencer tout de suite par notre arrivée à New Delhi. Débauche de luxe pour ce mariage dans un pays d'1,3 milliard d'habitants, où les castes et l'institution familiale demeurent les piliers de l'organisation sociale. Loin de l'individualisme occidental, la famille reste un refuge et le mariage ne peut se faire sans le consentement d'un astrologue pour vérifier que l'alignement des planètes soit favorable. Le jeune premier arrive donc en turbané sur une jument blanche, avec une guirlande de billets de banque autour du cou. La mariée dissimule son visage sous un sari de soie rouge et attend que l'époux vienne la chercher au domicile de ses parents. Le plus souvent arrangé entre les familles qui négocient la dot, le mariage est mis en scène selon les rites religieux. Départ le lendemain pour une excursion de New Delhi. Noyée dans la pollution urbaine, la capitale indienne et ses 20 millions d'habitants s'étendent sur 30 km du nord au sud, le long d'un des affluents du Gange, le fleuve sacré, auquel la ville, sous l'empreinte de l'islam, semble tourner le dos. La tour minarée de Qutub Minar, haute de 73 mètres, est l'un des emblèmes à New Delhi de cette religion musulmane pratiquée, à côté de l'hindouisme, par 10% de la population. Lors de la partition du pays, suivant l'indépendance en 1947, des millions de musulmans furent massacrés et déplacés. Ce chaos initial donna naissance au Pakistan. La tension s'est quelque peu apaisée après 2 guerres, mais la rivalité entre Islamabad et New Delhi ne s'est jamais vraiment éteinte. En passant devant l'actuel palais du chef de l'État, qui était la résidence du vice-roi des Indes, ou encore devant le Parlement concédé par les Anglais, on mesure l'héritage colonial. De même, devant l'Arc de Triomphe ou Indian Gate, édifié en hommage aux 10 000 soldats indiens tués durant la Première Guerre mondiale aux côtés des Anglais. Dans cette nuit, la liberté, Lapierre et Collins racontent les efforts de Gandhi pour s'opposer en vain à la partition. Rajghat est le monument dédié au Mahatma, père de la nation. Un symbole de paix, de tolérance et avant tout de non-violence, comme l'explique notre guide Kashif. Mahatma, c'est-à-dire quelqu'un qui a une grande âme. Un lieu fortement symbolique où nos Bretonnes ne sont pas passées inaperçues. Écoutez, j'ai été assaillie par des demandes de photos. C'est pas mon style. Parce que je suis blonde, peut-être que je représente quelque chose. Mais c'était très agréable. Hein. J'ai été prise en photo par des Indiens. Tout ça parce que je suis blonde. Et voilà, c'est l'attrait touristique, on va dire. Décorée de fleurs, la plaque de marbre noir du mémorial de Gandhi porte en inscription les derniers mots « Ô mon Dieu » qu'il prononça avant de mourir, victime d'un assassinat le 30 janvier 1948, comme beaucoup de dirigeants indiens qui lui succédèrent, parmi lesquels Indira et Rajiv Gandhi. Notre rendez-vous suivant est à l'ambassade de France, où nous reçoit un diplomate expérimenté, Jean-René Cougar, ministre conseiller pour les affaires économiques, entouré de ses collaborateurs, toute une équipe dépendant de Bercy. Bon, c'est peut-être la Bretagne qui parle, et la filière pêche. Où en est la filière pêche? Ce pays, par contre, a donc un secteur de la pêche qui est relativement rudimentaire, qui a une pression sur l'environnement très forte, des ressources halieutiques qui sont menacées, et donc effectivement des captures qui baissent continuellement depuis plusieurs années. On nous décrit ainsi les forces et faiblesses de ce pays émergent, auquel la France tente de vendre des rafales. Quittant la jungle urbaine de Delhi et son atmosphère viciée que le président Modi a promis d'améliorer lors de la COP21, nous découvrons le Rajasthan, divisé par la chaîne des monts Aravalli, avec des steppes désertiques à l'ouest et des étendues à l'est plus verdoyantes. Au cœur des villes, il nous est arrivé de dormir dans des havelis,
Superbe demeure familiale agencée autour de cours intérieures, les tchoks, sur lesquels s'ouvrent toutes les pièces, celles de l'étage étant desservies par une galerie. On y reçoit sur des matelas dotés de traversins auxquels les visiteurs peuvent s'adosser. Et c'est la maison citadine avec le cours ouvert pour l'autre époque des riches marchands de laine qui habitaient. Aujourd'hui, vous avez l'exemple, vous avez devant vous des abbayes qui sont restaurées, certainement transformées en petit hôtel où vous dormez avec l'histoire de l'époque et qui vous fait réaliser, qui vous fait rêver des riches commerçants de laine. Il nous est aussi arrivé de visiter des havelis non aménagés et de découvrir la vie au quotidien d'une famille indienne. L'occasion pour Claudine Breton, l'une de nos conférencières, de nous donner quelques cours de cuisine. Et là, vous avez un des plats phares pour les végétariens parce que c'est le panir, c'est-à-dire c'est du fromage, du lait caillé qui est cuisiné ensuite et qui apporte énormément de protéines aux végétariens. Pour les non-végétariens, alors vous avez du poulet là-bas. Sinon, vous retrouvez à peu près dans tous les repas le basique, c'est-à-dire au nord, vous avez les chapatis, au sud, vous avez le riz. Alors la cuisine indienne est excessivement variée, beaucoup plus épicée au sud qu'au nord, mais il y a autant de cuisine indienne qu'il y a de familles et c'est un petit peu comme en Europe, vous avez des cuisines régionales qui sont tout à fait différentes les unes des autres en ce qui concerne en tout cas le niveau des épices. Curry, ça veut dire un mélange. Pour faire un bon mélange d'épices, il y a au moins 5 épices basiques, c'est-à-dire que l'on retrouve pratiquement toujours le cumin, la cannelle qui a en plus des vertus antioxydantes et qui brûle un petit peu les sucres. Vous avez la coriandre sous forme de graines ou sous forme d'herbes fraîches, c'est-à-dire ce qu'on appelle également le persil chinois. Vous avez le chili, le 5e C, le curcuma, c'est-à-dire cette épice, c'est un rhizome, c'est une poudre jaune et qui a des vertus profondément antiseptiques. Car il faut savoir que quand par exemple il y a un accouchement dans une maison, toutes les femmes qui s'approchent de l'accoucher s'enduisent les bras et les mains de curcuma parce que c'est un désinfectant. Nous sommes à Jodhpur, deuxième ville du Rajasthan, la capitale de l'ancien royaume du Marwar. Bien que ces constructions utilisent le grès rose de la région, le fait d'avoir repeint les maisons couleur indigo donne de Jodhpur l'image d'une ville bleue. Pour certains, le but était d'éloigner les moustiques. Pour d'autres, il s'agissait de montrer sa religiosité envers la couleur divine, une piété que manifestaient surtout les brahmanes. Au milieu de la vieille ville, le Sadar Bazar recèle en son sein la tour de l'horloge, construite par les Anglais comme les bâtiments servant à l'administration locale de l'époque. D'autres marchés comme le Summer Market ou le Tripolia Bazar se succèdent dans une atmosphère bon enfant. Il y a de tout, des vendeurs de babouches, Bozu, Michou, Chawa, épices, safran, curry, thé. de graines, des orfèvres, même des parfumeurs, voire même des échoppes de tissus. If you want, avec les motifs, it's coming with designs also. Un marché très très bruyant, mais alors plein d'échoppes regorgeant de jolis tissus, d'épices, et ils sont tellement gentils, ils nous déballent tout le magasin quand on veut juste acheter quelque chose, une seule chose. Ils ont été adorables. Il y a des odeurs de l'Orient, là, j'aime beaucoup. Voilà. Si vous n'avez pas peur des gaz d'échappement, le rickshaw, ou tuk-tuk comme on l'appelle en Thaïlande, reste l'un des moyens de transport les plus rapides. Même s'il faut parfois prendre son mal en patience dans des ruelles très encombrées, mais la circulation finit par redevenir fluide au point que nos chauffeurs se font la course. Nous sommes au fort de Meranga, géré par le Maharaja de Jodhpur, qui réside pour sa part dans le palais d'Oumad Bawan. C'est un fort qui domine la ville, là. C'est également la beauté de son site, il domine énormément la ville. C'est un fort de l'extérieur qui paraît austère, et une fois à l'intérieur, c'est un palais,
un palais avec de multiples, comme tous ces forts Rajput, hein, avec un vrai labyrinthe, oui, finalement, avec de multiples cours. C'est 9 mètres de longueur. Regardez comment il tient. Regardez ça, c'est le plus important. Là, il attache. Ça y est, et ça sort plus. J'ai dessiné une partie de cet immense édifice, une partie encore éclairée par le soleil en fin de journée, avec cette complexité hein, de fenêtres, de balcons, de galeries. Et la lumière du soir, en plus, accentue les différences de couleurs entre la pierre, qui sont majoritairement du grès rouge, effectivement, mais avec le soleil couchant, on voit les différences. Là, il y a un ocre magnifique, là, et qui jouxte à côté une autre façade plus sombre. Ces Maharajas ont été en plein exercice jusqu'à l'indépendance de l'Inde, donc même du temps des Anglais, la colonisation, ils étaient en quelque sorte des alliés plus ou moins volontaires des Britanniques, qui s'en servaient, qui leur confiaient certaines fonctions honorifiques qui finalement maintenaient cette sorte de cohésion et qui permettaient aux Britanniques justement de contrôler l'Inde avec très peu de monde. Propriétaire du domaine d'Ashrol, Arun Seth est un Raja, un cran au-dessous du Maharaja, reconverti dans le tourisme, auquel David Cormier, qui a réalisé ce reportage, a consacré une page dans son ouvrage qu'il vient de lui donner. Maharaja et Maharana, et Raja même, ils ont gardé le titre, mais ils n'ont pas de pouvoir. C'est juste pour le titre. Parce que le pouvoir, c'est tout l'État qui l'a pris. Et l'État, il a pris aussi le terrain. Et Raja, mais quand même, ils ont de beaucoup de contacts avec des gens de gouvernement. Quand il y a normalement quelque chose de fonction dans un village, une occasion, une fête, c'est pas l'État qui vient, c'est les Rajas. En 1808, le Maharaja de Jaipur attaqua Jodhpur en vain, jusqu'à ce que les Anglais lui imposent la paix, 10 ans plus tard. Nous avons rencontré l'un de ses héritiers. Nous sommes de la famille de Jodhpur. L'aîné est couronné à Jodhpur. On nous a confié ces villages pour prendre soin des gens. Après la perte du pouvoir par les princes, c'était difficile d'entretenir des palais comme ça. C'était comme avoir un grand éléphant, mais pas de quoi le nourrir. Donc j'ai pensé à convertir le palais en hôtel héritage. Et de nouveaux revenus sont arrivés et ont permis d'entretenir le palais. Pushkar, la ville sainte de l'hindouisme, est l'un des points de chute de la jeunesse occidentale en rupture de ban. Mais pour les hindous, son lac sacré est aussi un lieu de purification apprécié, où la foule s'agrège sur les ghats, c'est-à-dire les quais. Kashif, pourquoi est-ce qu'on est à Pushkar? Pourquoi est-ce qu'on parle d'un lac sacré? En fait, c'est le lac qui est vénéré au nom du Brahma. Dans la religion, dans la mythologie hindouiste, Brahma, il est le créateur de l'univers. Donc c'est un lac qui est vénéré au nom du Brahma, en fait, c'est-à-dire de Vishnu, qui est aussi le protecteur, qui a fait dans le cosmic energy, dans le monde, il a fait descendre le fleur, qui est tombé à un endroit qui s'appelait le lac de Pushkar. Au-delà des restaurants et cafés qui pullulent, la grande foire aux dromadaires commence 8 jours après la fête de Diwali et dure pendant une semaine pour s'achever à la pleine lune.
En fait, c'est le mois de novembre, tous les ans, le date change, c'est le calendrier lunaire. Et c'est l'endroit où vous voyez, où il y a des sables, ça tient le foire de dromadaires. Et tous les gens de campagne, des villageois, des chameliers, ils viennent et ils ramènent des dromadaires. Cette année, il y avait à peu près 3000 dromadaires et où ils font les affaires ou les marchés de dromadaires. Quel est le prix d'un dromadaire et qui apporte les dromadaires, qui les vend, comment fonctionne le marché? Alors, au marché de Pushkar, c'est tous les chameliers qui ramènent des dromadaires, qui ont dans les commerces des élevages de dromadaires. Et après, le prix, ça dépend sur des races de dromadaires. Nous avons des différentes races de dromadaires et ça peut aller en centaines d'euros, entre 400 € jusqu'à 1000 €. Après, il y a des prix qui sont élevés parce qu'il y a des certaines dromadaires qui sont des meilleurs dromadaires de Pushkar. Alors, nous sommes en train de monter vers le fort d'Ambert, à dos d'éléphant. Et nous sommes guidés par le Cornac, qui toute sa vie aura vécu avec l'éléphant et qui en connaît la psychologie dans les moindres détails. Hello. Hello. Yes. Un éléphant nous a dit good morning avec sa trompe. C'était vraiment mémorable. Moment formidable. La seule chose qui nous agaçait, nous, c'était ceux qui nous suivaient en nous disant il voulait à tout prix qu'on lui achète ses bracelets. Et donc on lui a dit non. Il nous a poursuivis, nous a les jardins, le lac vu d'où on l'a vu, quoi. Les jardins, mais c'était. On n'est quand même pas très à l'aise. Hein. Les splendeurs du Rajasthan. On n'est quand même pas très à l'aise, mais enfin, c'est pas un fauteuil. Hein. La forteresse d'Ambert, l'une des plus belles du Rajasthan, fut la citadelle des Kashwaha depuis le XIIe siècle et demeura leur capitale jusqu'à ce que le Maharaja Sawai Jai Singh II la transfère à Jaipur. Avec ses pavillons ouverts, ses jardins où coulent des canaux et fontaines, elle traduit l'influence moghole que l'on retrouve également dans les appartements privés décorés de miroirs et mosaïques. Les castes, on en parle souvent, il y a des idées reçues, il y a les prêtres, les guerriers, les commerçants, les serviteurs et les intouchables. Oui, c'est ça. En réalité, le mot le plus correct aujourd'hui, ce serait les Dalits. C'est le nom officiel qui est donné à cette population qui représente environ 25% de la population indienne et qui veut dire les opprimés, les gens brisés. Or, depuis l'indépendance, l'Inde progressivement introduit un système de discrimination positive, des quotas, de manière à rétablir une sorte de justice sociale. Avec les mêmes effets pervers qu'aux États-Unis. On réserve des places dans l'emploi fonctionnaire civil et de plus en plus récemment dans la médecine publique et les écoles publiques à ces classes défavorisées, moyennant quoi on leur demande un niveau des performances scolaires légèrement inférieur à ceux des castes normales, ce qui ne permet pas à certaines de ces castes normales d'être retenues dans ces mêmes fonctions. Et donc les musulmans et les chrétiens, en principe, ne sont pas dans les castes, ils sont hors caste. De même que les Parsis, cette toute petite communauté extrêmement prospère et agissante, iranienne, d'origine iranienne, et qui n'est pas non plus dans les castes. Alors il ne faut pas confondre caste et classe, puisque les Parsis notamment sont des gens aisés, et ce sont des grands entrepreneurs. Bon, allez, continuons la visite. Le Maharaja Jai Singh II fit construire à côté de son palais un observatoire entre 1728 et 1733. Très au fait des dernières connaissances d'astronomie, il va concevoir 17 instruments en maçonnerie. C'est l'étoile polaire. Le gigantesque cadran solaire donne l'heure avec l'ombre projetée par une aiguille de 27 mètres. Derrière l'observatoire se dresse l'arrière de la façade à 5 étages du palais des Vents, constitué de logettes permettant de voir dans 3 directions, sans être vu,
ce qui était essentiel pour les femmes du City Palace, en respectant les règles du Burda. À Jaipur, la salle du Raj Mandir, l'un des plus modernes cinémas du sous-continent, illustre le poids acquis par Bollywood dans l'imaginaire des jeunes Indiens. Généralement animées, les salles sont souvent jonchées de friandises, abandonnées par les Indiens qui n'hésitent pas à téléphoner en pleine séance. Pour ce qui nous concerne, il nous fallut les explications du guide Kashif pour comprendre les ressorts de la dramaturgie. Mais le frère, il aime toujours les sœurs, comme ça il est allé voir le frère. Celui qui est un peu barbu. C'est celui qui avait la moustache, qui a la double rôle. Ah oui. Il n'a rien compris. Je vais l'expliquer. Dans le bus. Il est allé voir les deux sœurs qui ne sont pas vraies sœurs à lui, qui sont aussi les belles sœurs. Son père, il avait les deux femmes. Que c'est triste en train qui siffle dans le soir. J'ai failli courir vers toi. J'ai failli crier vers toi. Jean-Claude, juste un mot avant de se quitter. Vous avez créé une association qui s'appelle Armor India. Quel est son rôle ? Alors, son rôle est de promouvoir et améliorer d'ailleurs les perceptions mutuelles entre l'Inde contemporaine et la Bretagne, à partir de Morlaix, qui est ma ville d'origine, mais qui est aussi reliée à l'Inde, aux Indes anciennes, ce qui est très peu connu par rapport à l'Orient. Ce sera la 10e édition en 2016. Nous organisons ce festival à Morlaix qui est probablement unique en ce sens qu'il propose des événements de qualité culturelle indiens, et il est le seul qui se répète chaque année. C'est le deuxième volet, le volet éducatif, qui est moins facile à médiatiser, mais qui demande beaucoup de boulot, mais qui est très valorisant. C'est donc organiser des échanges au départ linguistiques simplement entre les jeunes de collège, donc fin de lycée, on va dire, en Inde, à Bombay, Pune, Bangalore, bientôt si on peut, et des lycées de la région de Morlaix, du Finistère et de la Bretagne. Ça va bien ? Au revoir. Aux limites de l'État voisin de l'Uttar Pradesh, nous découvrons Fatehpur Sikri, la ville de la victoire, d'autant plus paisible qu'elle est inhabitée depuis 4 siècles. Alors, pour bien comprendre l'histoire de ce site de Fatehpur Sikri, il faut se resituer dans la dynastie des Tumérides, qui descendait de Gengis Khan et de Tamerlan, dont le premier empereur vécut à Kaboul, il s'appelait Babour, suivi de son successeur Humayun. Et finalement, c'est Akbar qui créa Fatehpur Sikri, ici, sur ce site. Et ce sera la capitale de l'Empire moghol pendant une petite dizaine d'années, avant qu'il la déplace à Agra, car la région manquait d'eau. Akbar régnait sur un territoire grand comme l'Europe. En 1565, il édifia à Agra, sur le site d'une forteresse des Rajputs, le fort rouge, entouré de douves, avec une vocation militaire, et il permit notamment aux Anglais de résister pendant 4 mois à la révolte des Sipahs. TV. Yeah. Hey. Le Taj Mahal est sans doute l'un des derniers fastes architecturaux de l'ère moghole. Agra retrouva en effet son rôle de capitale en 1526 sous Babour. Akbar, pour sa part, ne gouverna Agra que durant les 15 premières années de son règne, puisqu'il transporta sa capitale, comme nous l'avons dit, à Fatehpur Sikri en 1570. Shah Jahan
Lui l'a rétabli définitivement à Delhi, mais il construisit ce Taj Mahal avec un but bien précis. Ici s'achève le voyage des Bretons en Inde, au Taj Mahal, l'une des 7 nouvelles merveilles du monde construite par l'empereur Shah Jahan pour sa défunte et adorée épouse. Et comme vous allez le voir, les Bretons sont devenus plus indiens que les Indiens. Vous voyez actuellement comment est-ce que on habille un Maharaja ou un petit Raja. Ne soyons pas trop ambitieux. Fini. Parfait. C'est bon. Merci. Bien.